Suite à ma vidéo sur la FTP, je vais vous expliquer quelle zone d'intensité vous devez suivre durant vos entraînements en illustrant mes propos par un graphique qui va vous présenter l'intérêt de chaque zone et surtout vous faire comprendre la logique de l'entraînement en cyclisme. En effet, chaque zone d'entraînement correspond à une utilisation différente de nos filières énergétiques et par conséquent, on entraîne des adaptations différentes selon l'intensité dans laquelle on se trouve. Je vais donc vous présenter le modèle de zone d'intensité qui selon moi a le plus de sens en appuyant sur un graphique qui vous expliquera les ressorts et les adaptations qui se cachent sous chaque zone d'entraînement. À l'issue de cette vidéo, vous comprendrez l'intérêt de chaque zone et vous saurez répartir au mieux vos intensités durant vos séances d'entraînement. Avant de commencer, je tiens à notifier que le schéma que je vais vous présenter est caricatural. Le tracé des courbes n'est donc pas du tout précis. C'est parti pour les explications. Voici la base du graphique avec en ordonnée la quantité de substrat énergétique utilisé durant un effort, que je vais détailler par la suite. Et en abscisse, on a l'intensité de l'effort qui correspond à l'augmentation de puissance. À partir de cette base, on peut tracer la courbe de la lactatémie qui suit l'augmentation du lactate sanguin. On voit bien qu'à basse intensité, peu de lactates sont produits et il reste stable. Et lorsque l'intensité augmente, la lactatémie monte en flèche. Et cette courbe n'est pas linéaire, au contraire. On peut observer deux cassures sur cette courbe qui entraînent une accélération de la montée en lactate. Et ces deux cassures correspondent aux deux seuils lactates appelés SL1 et SL2. Si vous voulez comprendre ce que sont les seuils lactates et comprendre l'évolution de la lactatémie durant l'effort, je vous renvoie à ma dernière vidéo dans laquelle j'ai détaillé tout ça. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, le deuxième seuil, le SL2, correspond à la FTP. On va désormais s'intéresser au substrat énergétique que l'on utilise durant nos efforts. À basse intensité, notre corps utilise en grande majorité des lipides qui seront oxydés par la filière aérobie afin de produire de l'énergie. Les entraînements à basse intensité développent donc notre capacité à brûler des lipides comme source d'énergie. Comme on le sait, les lipides constituent notre matière grasse. Ce substrat énergétique ne nous permet pas de produire de hauts niveaux de puissance, mais étant donné qu'on possède des réserves importantes en lipides, ce substrat nous permet de rouler durant de nombreuses heures à basse intensité. Ensuite, lorsqu'on se déplace vers les hautes intensités, on observe une croissance de l'utilisation des glucides et une réduction de l'utilisation des lipides. En effet, les glucides permettent de produire plus de puissance grâce à la glycolyse. Donc la croissance de l'utilisation des glucides signifie que la glycolyse prend de plus en plus de place. Et en fonctionnant, la glycolyse produit des lactates. On voit bien sur le schéma que l'utilisation des glucides comme source d'énergie s'accompagne d'une production de lactates. Mais ces lactates ne sont pas des déchets. Au contraire, ils vont être recyclés par notre corps pour produire encore plus d'énergie. Mais à une certaine intensité, notre corps ne sera plus capable de recycler tous ces lactates, ce qui va donc induire une montée rapide de la lactatémie. C'est ce qui explique le phénomène des seuils. Il faut en fait visualiser une balance qui opère entre les différents substrats énergétiques. À basse intensité, ce sont les lipides qui vont produire la majorité de notre énergie et les glucides seront minoritaires. Mais lorsque l'intensité de l'effort va augmenter, ce rapport va s'inverser avec les glucides qui vont prendre le pas sur les lipides. Au-dessus du deuxième seuil lactate, le SL2 donc, il devient difficile de maintenir un effort car nos réserves en glucides sont très limitées par rapport aux lipides et surtout à haute intensité, un phénomène va apparaître. Ce phénomène, c'est l'acidose. En produisant des protons nocifs, l'acidose va acidifier les cellules musculaires et va finir par bloquer la glycolyse. À partir de tout cela, on peut déterminer 3 zones d'entraînement qui seront situées de part et autre des seuils lactates. Pour déterminer ces zones, il faut d'abord déterminer sa FTP. Je vous renvoie encore une fois à ma dernière vidéo qui a traité ce sujet. La FTP correspondra donc à la puissance du deuxième seuil SL2. Et pour déterminer le SL1, il suffit de prendre 75% environ de notre FTP. Donc en zone 1, on est en zone d'endurance fondamentale. Dans cette zone, on va améliorer notre capacité à utiliser les lipides comme source d'énergie grâce à la filière aérobie. Peu de glucides seront utilisés dans cette zone car la glycolyse fonctionne au ralenti. La lactatémie reste donc stable. Ensuite, on a la zone 2 qui est comprise entre les deux seuils. Elle va de 75% à 100% de la FTP. On qualifie souvent cette zone de sweet spot. En effet, dans cette zone, la perception de l'effort reste raisonnable car on n'a pas encore franchi le deuxième seuil et on utilise toujours les lipides comme source d'énergie, mais la part de glucides a augmenté car la glycolyse est désormais lancée. Cela s'accompagne donc par une production de lactate
et donc une augmentation de la fatigue perçue. Enfin, on a la zone 3 qui est au-dessus du deuxième seuil lactique SL2. Cette zone est optimale pour améliorer notre capacité à utiliser les glucides comme source d'énergie et améliorer vos capacités maximales comme l'AFTP et la PMA. Mais cette troisième zone reste vaste, alors selon moi, ce modèle en 3 zones a des limites. Il faut donc tester sa PMA en plus, qui correspond à la puissance atteinte à VO2 max, mais inutile de créer une zone en plus pour la PMA. Si vous voulez développer votre PMA, il suffira de vous entraîner par rapport à un pourcentage de cette dernière valeur. C'est les entraînements en zone 3 qui permettront le plus de gains de performance en créant de nombreuses adaptations, car c'est dans cette zone que l'on va créer le plus de stress sur notre organisme. Si vous souhaitez développer votre FTP ou votre PMA, c'est les entraînements en zone 3 qui vous permettront les meilleurs gains. À partir de ce que je viens de vous dire, vous pouvez être perdu, car la plupart d'entre vous avaient l'habitude de vous entraîner avec un modèle de 5 ou 7 zones. Mais selon moi, si l'on s'entraîne avec un capteur de puissance, ça n'a pas d'intérêt de s'entraîner avec un modèle de 5 ou 7 zones. Suivre un modèle en 3 zones est pour moi réellement utile car il y a un réel impact physiologique qui détermine chaque zone avec les 2 seuils lactate. Mais pour travailler des qualités spécifiques, je vous conseille d'utiliser votre profil de puissance record ou PPR. Par exemple, si vous souhaitez développer une qualité spécifique comme votre puissance maximale sur 30 secondes, je vous conseille de vous entraîner par rapport à votre record sur 30 secondes, alors que suivre des zones supramaximales par rapport à un pourcentage de PMA ou de FTP, pour moi, est inutile car ça n'a pas de lien direct avec votre puissance de 30 secondes, pour reprendre cet exemple. Mais j'admets quand même que le modèle de 5 zones de Kogan n'est pas à bannir. Ce modèle va seulement diviser la zone 1 que je vous ai présentée en 2 autres zones et la zone 3 en 2 autres zones également. L'intérêt de ce modèle, c'est que ça permet de mieux étager vos intensités et ça permet de mieux cibler vos intensités au sein des grandes zones que je vous ai présentées précédemment. Mais comment répartir ces zones durant vos entraînements? Pour cela, il y a plusieurs écoles. Certains prônent un entraînement polarisé en passant 80% du temps en zone 1 et 20% en zone 3. Ce modèle bannit totalement la zone 2 et je vous expliquerai pourquoi après. D'autres disent qu'il faut passer 80% du temps en zone 1, 5% en zone 2 et 15% en zone 3. Bref, on peut vite se perdre au travers de toutes ces théories. Je suis donc là pour apporter du bon sens et vous expliquer quel modèle vous correspondra le mieux suivant votre objectif. La répartition des zones d'intensité dépend en premier lieu de la période dans laquelle on se trouve. Si l'on est en période de reprise ou en période de pré-compétition, on ne va pas du tout suivre le même modèle. Lorsqu'on est en période de reprise, l'entièreté de vos entraînements doit être réalisée en zone 1. Faire de la zone 3 n'est pas du tout approprié. Je vous renvoie d'ailleurs sur ma deuxième vidéo dans laquelle j'en ai parlé. Puis on peut réintégrer petit à petit de la zone 2 afin de s'assurer des bases solides pour la reprise des hautes intensités. En bref, pour moi, l'entraînement polarisé n'a pas du tout sa place durant la préparation hivernale. L'idéal sera au contraire de réaliser du volume à basse intensité durant cette période pour se constituer des bases solides pour la suite. Mais lorsqu'on rentre dans des blocs de travail spécifiques 2 mois avant vos objectifs où le focus sera sur les hautes intensités, le modèle polarisé prend tout son sens. Par exemple, si vous réalisez un bloc de travail à PMA, vous aurez tout intérêt à passer du temps en zone 3 car c'est dans cette zone que vous aurez les meilleurs impacts sur votre VO2 max et votre PMA pour améliorer vos performances. Et durant ce bloc, le reste de vos entraînements doivent être réalisés en zone 1 afin de conserver votre endurance fondamentale et surtout pour bannir la zone 2. En zone 2, comme on le voit sur le graphique, vous allez aussi bien puiser dans les lipides et les glucides. Vous n'allez donc pas travailler des qualités spécifiques. Comme on le sait, pour impacter au mieux votre capacité oxydative des lipides, c'est en zone 1 qu'il faut passer du temps. Et pour développer vos capacités maximales comme la PMA et la FTP, c'est en zone 3 qu'il faut passer du temps. Alors si vous travaillez en zone 2, vous n'allez ni travailler votre endurance de base de manière optimale et vous allez ni travailler vos capacités maximales telles que la PMA et la FTP de manière optimale. En fait, vous n'allez rien travailler du tout. Tout ce que vous allez faire, c'est créer de la fatigue inutile qui va réduire la qualité de vos entraînements à haute intensité. La zone 2 est pourtant appréciée par beaucoup car lorsqu'on est en zone 2, on a l'impression de rouler fort sans trop ressentir de douleur. Mais en faisant ça, vous n'allez rien améliorer du tout à part votre vitesse moyenne pour impressionner Patrick sur Strava. Alors dans un bloc de travail d'intensité comme un bloc de PMA, vous aurez tout intérêt à rouler seulement en zone 1 et en zone 3 afin de maximiser vos résultats et ne pas créer de la fatigue inutile avec du temps passé en zone 2.
Pour résumer, le meilleur modèle d'intensité à suivre est le modèle en 3 zones situées de part et autre de nos 2 seuils SL1 et SL2. La zone 1 développera notre endurance de base en entraînant notre système oxydatif à oxyder les lipides. La zone 3 aura le meilleur impact sur votre FTP et votre PMA en améliorant votre système glycolytique en puisant dans les glucides. Et enfin, la zone 2 aura un impact aussi bien sur l'utilisation des lipides que des glucides. Mais contrairement à la zone 1, vous développerez beaucoup plus de fatigue dans cette zone. Et pour travailler des qualités spécifiques comme votre PMA, entraînez-vous par rapport à un test de PMA et ne créez pas une zone supplémentaire. Et si vous voulez travailler des qualités encore plus spécifiques comme votre puissance sur 30 secondes, utilisez votre profil de puissance record. À partir de cela, répartissez vos intensités durant vos entraînements en fonction de vos besoins et de vos objectifs et surtout en fonction de la période dans laquelle on se situe. Le modèle polarisé devient très intéressant lorsqu'on réalise un bloc de travail spécifique comme un travail de FTP ou de PMA, car faire de la zone 2 durant ces blocs est contre-productif. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions ou des suggestions pour des prochains thèmes de vidéos, je vous invite à me le faire savoir en commentaire. C'était Antonin Louis pour la science du cyclisme.